beaucoup plus destructrice, beaucoup plus radicale, c'est-à-dire déjà dadaïste. Il y avait une manie de la démolition, disait-il là. Dont acte, effectivement, la volonté donc de sortir même d'une pratique picturale, et qui donnera à l'art contemporain dont on avait parlé, que Badiou définit très bien par rapport à l'art moderne. Ce qui est en jeu dans l'art contemporain, c'est la forme de l'art même. C'est la forme de l'art qui devient l'objet. Ce n'est plus du tout un art singulier, c'est la forme de l'art qui est remise en cause ou remise en jeu dans une série de déclinaisons, dans un rapport à la vie, dans un rapport au concept, dans un rapport au récit. Mais je voulais insister, je voulais simplement, merci, je voulais simplement dégager cette idée que de la relation entre des mouvements, enfin des mouvements et des œuvres qui ont été en rupture, en renouvellement les unes par rapport aux autres, mais c'est-à-dire le naturalisme, l'impressionnisme, le romantisme, bon, ce sont des ismes, effectivement, donc on pourra dire, mais chaque œuvre n'entre pas. Mais enfin, malgré tout, ça a un sens aussi, parce qu'il y a le romantisme, le naturalisme, l'impressionnisme. Je laisse l'expressionniste séparer un peu, parce que il a traversé un peu l'ensemble de ces mouvements. Donc l'impressionnisme, le cubisme, puis ensuite le passage à cette rupture qui a frappé et qui a été ce que j'appelais au début justement avec Alain Jouffroy une révolution du regard et en même temps une révolution de l'esthétique ou de l'esthétisation des rapports entre le monde et l'œuvre esthétique, qui a été en même temps pris dans une certaine continuité. Donc il y a quand même une continuité dans cela et une intention sous-jacente. Parce que si l'on part, au fond, on pourrait se demander pourquoi tous ces artistes ont-ils à un certain moment éprouvé le besoin de changer ce qu'il faisait. Bon, là, on peut se le représenter un petit peu à propos de n'importe quoi. C'est toujours la lutte entre les anciens et les modernes. On se demande toujours pourquoi il y a eu cela. Il y a un moment où Delacroix était considéré comme tout ce qu'il y avait de plus moderne dans la peinture. Puis ensuite, ça n'a pas été le cas, puisqu'ensuite il y a eu d'autres. Alors, il y a eu des naturalistes. Alors, les naturalistes, on comprend, ils ont reproché à la peinture d'être une peinture d'histoire. Bon, sur ce plan-là, on comprend, c'est comme en littérature, comme Victor Hugo dit, j'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Ça, c'est aussi la peinture, c'est popularisé, c'est naturalisé, à la fois du point de vue de sa réception. Costanzo l'avait bien montré à propos de Courbet. Il y a quelque chose qui ne permet pas, dans le peintre, de dissocier ses idées, on pourrait dire politiques, et son activité. Là pour l'impressionnisme, quand on est abordé, on a abordé l'impressionnisme, si on le prend au niveau de Cézanne ou au niveau de Monet, c'est plus difficile. Mais si on prend au niveau de Manet, on sait que objectivement et très certainement, enfin d'une façon alléguée, d'une façon réelle, il y a dans l'œuvre de Manet quelque chose qui est également profondément politique au sens large du terme, de rupture et d'affirmation à la fois dans le monde représenté, à la fois dans les rapports de la peinture et du quotidien avec l'œuvre d'art. Il y a quelque chose qui est une volonté décisive, qui est plus marquée peut-être même que chez Cézanne, précisément parce qu'il y a chez Manet des intentions politiques qui sont absentes chez Cézanne, ou qui étaient absentes aussi chez Delacroix, dont les idées politiques étaient plutôt de gauche, puisque
de droite, veux-je dire, puisqu'il s'était rallié à l'Empire, à Napoléon III. Donc, il y a quelque chose qui est d'introduire, de rompre donc avec ce qu'il y a. Ça se traduit dans l'art par quelque chose d'assez simple, que Glaise d'ailleurs expose au début de son livre sur le cubisme, dont je vous recommande la lecture, qui est une rupture avec les formes classiques et la perspective renaissante, donc d'entrer plus en relation avec la réalité, avec la vie et surtout avec le mouvement. Et donc il y a quelque chose qui est une lutte contre le statisme de la représentation. Je crois qu'il appelle d'ailleurs lui Glaise la dynamique. Donc le cubisme, en fait ce qu'ils ont appelé cubiste, est une intention de faire entrer dans la représentation une dynamique qui était déjà présente dans l'impressionnisme. C'est pour ça qu'un art aussi flou, si l'on peut dire, que l'impressionnisme, très curieusement, cet art de l'impressionnisme obéit à la même logique, on pourrait dire avec à la même logique de la sensation que le cubisme. Parce que les uns et les autres, c'est une idée de décomposition des formes et d'introduire le dynamisme dans les formes. C'est pour ça que je dis encore une fois que le cubisme de Duchamp est tout à fait en accord avec cette idée d'introduire le dynamisme. Maintenant, ce dynamisme va jusqu'à une ligne, qui est une ligne de démarcation, mais il a sauté au-delà de la ligne, et à ce moment-là, il y a une rupture complète. Je suis d'accord tout à fait avec cela, avec la peinture. Il y a quelque chose qui a fait que l'on a sauté dans quelque chose d'autre en allant rechercher une rupture et une dynamisation des formes. On est arrivé jusqu'à les briser et les disperser dans les plans du cubisme, puis abandonner totalement cette idée-là pour passer à autre chose, et qui s'est répercuté sur l'ensemble, c'est ainsi que je vois les choses, qui s'est répercuté sur l'ensemble des arts contemporains, sur l'ensemble de la vision, et dans un mouvement incontestable, en dépit de son accaparement par le marché capitaliste et tout, de démocratisation des arts. C'est absolument incontestable. Il y a eu quelque chose qui a introduit un immense brouillage dans les catégories esthétiques, mais qui en même temps a en quelque sorte développé d'une façon incohérente, bizarre mais incontestable, la notion d'esthétique, de mise en relation de l'esthétique avec la vie, qui est visible, j'ai l'impression, un petit peu sur tous les plans. Ça a toujours été en relation, mais par exemple, au XIXe siècle, il y a eu des scandales. Il y a eu les scandales de Monet, il y a eu les scandales de Courbet, il y a eu un peu le scandale des cubistes, eux aussi, il y a eu le scandale de Duchamp. À l'heure actuelle, je ne sais pas si ces scandales continuent à exister. Si, il y a bien des scandales, mais ça serait des scandales d'installation, comme on disait l'année dernière, au moment où l'on a introduit dans les musées, ou dans le château de Versailles, ou dans le parc de Versailles, des éléments incongrus qui appartiennent à des installations contemporaines, mais qui ne sont plus scandaleuses, puisqu'au contraire, j'ai l'impression que c'est celles qui sont réclamées par l'art contemporain. Le geste de rupture de Duchamp. Je te laisse la parole parce qu'on terminera. Ne s'est vraiment institutionnalisé ou a pris le dessus qu'à partir des années 60, parce que la dynamique propre à la modernité culturelle, la libération des formes, de l'expression plastique, tout azimut,
en intégrant l'art primitif, puisqu'il y avait le cubisme, enfin cubisme et l'art africain ou l'art océanien qui étaient à ce coup pris en considération, l'abstraction, et tous ces registres formels qui ont été inventés, se sont donc développés jusqu'à la fin des années 50. Et il a fallu donc une autre rupture, à mon sens, avec le POF notamment, avec Andy Warhol, dont on pourra reparler, mais aussi tout ce qui, dans l'art américain, a suivi, sous forme donc d'écoles multiples, d'art conceptuel. On avait fait une thématique, moi, une sorte de tentative de typification, mais qui, d'une certaine manière, n'a de sens que par rapport à une antiplastique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de recherche formelle, au sens où Giacometti fait encore une tête plastique, jamais vu. Matisse fait une composition avec des nus bleus qu'on n'avait jamais vu non plus, alors que le nu étant donné, évidemment, est totalement codé. Il a une froideur de mannequin, mais c'est pas une forme nouvelle, c'est pas tout un dispositif de captation plus ou moins conceptuelle, plus ou moins critique de l'érotique du regard, de tous les érotiques du regard, mais on n'est pas dans le jeu de la forme, de la pulsion de forme, dont on pourrait parler d'ailleurs aussi, puisqu'on va parler de la pulsion du trait, mais une pulsion de forme qui n'est pas, bon, qui est peut-être une pulsion de jeu, pour reprendre des catégories de Schiller, enfin, qui sont quand même des pulsions de forme, à mon sens, tenant à voir une tête de Picasso qu'on n'avait pas vu, par exemple, des canons, parce que je parle de canons ici, pour des registres formels, c'est pas une imitation, il n'y a pas de modèle, c'est simplement une redistribution des formes avec une invention, vraiment, c'est-à-dire des registres formels abstraits, bon, bah, Soulage, ou je sais pas, de Stahl, ou Mondrian, et puis qui influence après toute la modernité urbaine, vécue des temps modernes, et donc l'architecture, la mode, qui en découlerait. On a une invention de forme qui vient souvent de la peinture et qui se répand dans le monde quotidien, dans le design, et donc ça suppose une sorte de laboratoire plastique, qui sans prendre un caractère de scientificité, puisqu'en fin de compte, il y avait un côté très artisanal en peinture au début du XXe siècle, y compris dans le Bauhaus, mais ce sont des gens qui vont travailler sur la forme en tant que telle, étant entendu que ça a presque toujours été ça, le travail des peintres. C'est aussi ça aussi que les modernes voulaient pointer, c'est qu'en définitive, Mondrian le dit bien, ce qu'on appelle peinture figurative ou peinture d'infantation était plus proche de la peinture pure qu'on pouvait le croire à une époque donnée. Et donc il n'y a pas eu, comment dirais-je, plus grand écart dans l'argumentation que l'apparition de toutes les formes qui ont marqué l'histoire de l'art depuis 30 000 ans ou 40 000 ans, si on remonte au Néandertal, parce que le Néandertal aurait peint, donc là on recule, 30 000 ans, c'est peut-être 40 000 ans que la peinture existe, le Néandertal a fait de la peinture, et ils ont inventé une forme, à chaque fois, une forme différente, une tête humaine, il y a combien de représentations de tête humaine, mais plastiquement parlant, ils sont proposés par les peintres dans toutes les civilisations, et les sculpteurs aussi dans toutes les civilisations. Or, la rupture apportée par Duchamp est aussi une forme de restauration aux yeux des modernes. Parce que c'est aussi réintroduire le sujet, réintroduire la littérature, réintroduire le poème, que les impressionnistes ont eu tant de mal à se débarrasser. C'est pour ça aussi qu'il y a une opposition. Les frères de Jean, il n'y a pas t'amuser à écrire, on s'est débarrassé du thème, on s'est débarrassé du poème, on s'est débarrassé du sujet. Et toi, tu nous le réimportes. Autrement dit, c'est aussi un sens commun littéraire. C'est pour ça que je suis assez sévère aussi par rapport à la littérature ou l'approche littéraire comme mode d'appréciation globale des arts. Comme vision prégnante, à mon avis, globalisante, et une clôture de la littérature. Pas seulement l'implantation, pour reprendre des termes d'Éric Vienne, mais qui serait plus tout d'Éric Vienne, il y a une clôture de la littérature qu'un peintre voit, et que Duchamp donne à voir paradoxalement. C'est-à-dire que la beauté d'indifférence, tout ce qui peut passionner les écrivains sur ce qu'il a fait, c'est exactement ce qui n'intéresse pas le peintre. Le peintre ne verrait que... Et donc, quand je dis Magritte, par exemple, ne me touche pas en tant que peintre, mais si je regarde l'image, si je change de lunettes pour regarder Magritte, évidemment, je suis touché par son image. Mais ça ne se donne pas à voir de manière rétinienne. Il n'invente pas de formes. Ces formes sont prédéterminées, elles sont connues. Et c'est la rencontre, effectivement, qui crée un effet de sens et qui nous touche. Mais l'émotion est liée au sens de l'image. Elle n'est pas liée à la forme. C'est-à-dire à une tête de Giacometti, encore une fois, ou une tête de Rouault, ou une tête, je ne sais pas, de tous ces peintres qui donnent à voir et à ressentir à partir des lignes et des couleurs et des formes. Mais d'une certaine manière, cette littéralité de la forme n'est pas perçue comme on devrait. Il ne s'agit pas de montrer une opposition entre les anciens et les modernes, je ne pense pas, parce que paradoxalement, et tu sais que c'est l'interprétation de Jean-Clair fait, c'est quand même assez étonnant, mais il n'est pas le seul, de Duchamp, un homme du 19e siècle en définitive, un symboliste, au sens le plus fort du 19e siècle. Et c'est ce que pense aussi quelque part quelqu'un comme Badiou, puisque il a présenté son Duchamp, qu'on lui a commandé, à un moment donné, des disciples comme il lui ont commandé cela. Son Duchamp est mis sous le patronage de Mallarmé, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que c'est vraiment un art du mot,
Un art de la mise en scène littéraire, c'est comment dirais l'installation pour un peintre qui serait rétinien. Duchamp l'a bien dit, un peintre est toujours rétinien. Donc on ne va pas s'intéresser, Picasso le précise, à ce qu'on ne peut pas peindre. Donc l'invisible ou la quatrième dimension n'est pas picturale, ça ne m'intéresse pas. On ne va pas inventer une forme à partir de l'invisible. Par contre, si on va évoquer l'invisible à partir du mot, et une dimension transcendante, ça sera toujours, d'une certaine manière, une réification du mot. L'objet, la citation inframince, c'est en fin de compte un mot incarné, un mot d'objet. Une citation d'objet, et moi je parlerais presque de performatif d'objet. Et toute une conceptualité à développer. Enfin, bon, évidemment, tout ça que tu connais. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez noté sur un cahier, parce que vos noms, oui, j'ai fait circuler ce cahier, parce que je vous demanderai, pour la il y a beaucoup de thèmes à aborder je voudrais laisser la parole à la plus grande partie du public, donc il faudrait que vous y songiez. Vous voyez que les thèmes sont très larges, que tout le monde a certainement des idées là-dessus. Je vous demanderai la prochaine fois, c'est pour ça intentionnellement que je ne le prends pas, que je ne prends pas ces sujets sur un thème trop restrictif, je le fais large et permettant à tout le monde d'y penser. Alors je vous demanderai, comme aujourd'hui on ne peut pas continuer la discussion, d'y penser pour la prochaine fois où précisément Thierry sera le directeur de séance, et où par conséquent on pourra commencer à établir une discussion, ainsi d'ailleurs qu'à la séance, il y en a une autre ensuite, un peu plus tard, où il y aura une confrontation, donc on pourra également se confronter, mais je vous demanderai essentiellement d'y penser et de préparer par oral ou par écrit vos remarques sur ces différentes questions, parce qu'il serait indispensable que les différents points de vue puissent s'exprimer justement autour de ces questions qui sont quand même tout à fait fondamentales pour l'appréciation de l'art moderne, je dis moderne ou contemporain, enfin, mais je dis contemporain, donc, et tout ce que cela suppose. Alors, je vous demanderai d'autre part les 3 revues que je vous ai données, qu'elles ne se perdent pas et qu'elles reviennent ici. Vous seriez bien gentil de me les faire revenir. Ces revues, à la fois sur Duchamp, Nancy de Saint-Phal et Andy Warhol. C'est ça. Bon, et bien alors, je crois, là il est j'ai terminé. Je pose la question, non, c'est ouvert, mais peut-être qu'il y a des cours qui sont. Nous, on fait cours. Beaucoup, oui. Moi, j'apporterais, justement, Thierry Leclerc. Là, oui, c'est ça, c'est la logique en série des fêtes de Marie-Line Monroe. Oui, gardez les papiers. Ah. Beaucoup plus destructrice, beaucoup plus radicale, c'est-à-dire déjà dadaïste. Il y avait une manie de la démolition, disait-il là. Dont acte, effectivement, la volonté donc de sortir même d'une pratique picturale, et qui donnera à l'art contemporain dont on avait parlé, que Badiou définit très bien par rapport à l'art moderne. Ce qui est en jeu dans l'art contemporain, c'est la forme de l'art même. C'est la forme de l'art qui devient l'objet. Ce n'est plus du tout un art singulier, c'est la forme de l'art qui... Puis ensuite, le passage à cette rupture qui a frappé et qui a été ce que j'appelais au début justement avec Alain Jouffroy une révolution du regard et en même temps une révolution de l'esthétique ou de l'esthétisation des rapports et des œuvres qui ont été en rupture, en renouvellement les unes par rapport aux autres, mais c'est-à-dire le naturalisme, l'impressionnisme, le romantisme, bon, ce sont des ismes, effectivement, donc on pourra dire, mais chaque œuvre n'entre pas. Mais enfin, malgré tout, ça a un sens aussi, parce qu'il y a le romantisme, le naturalisme, l'impressionnisme. Je laisse l'expressionniste séparer un peu, parce que il a traversé un peu l'ensemble
de ces mouvements. Donc l'impressionnisme, le cubisme... Qui est remis en cause ou remis en jeu dans une série de déclinaisons, dans un rapport à la vie, dans un rapport au concept, dans un rapport au récit. Mais je voulais insister, je voulais simplement, merci, je voulais simplement dégager cette idée que de la relation entre des mouvements, enfin des mouvements,